Bienvenue dans la série Les experts hyper. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Élodie Crépel, psychanalyste, médiatrice familiale, co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité, experte en douance et hypersensibilité, formée par Hélène Aron. C'est l'auteur du livre dont elle vient nous parler, Femmes atypiques aux éditions Jouvence. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Élodie Crépel, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de t'accueillir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne notamment les femmes atypiques aussi à révéler leur haut potentiel, leur multipotentialité et aussi leur hypersensibilité. Et aujourd'hui, je t'accueille sur ma chaîne pour parler d'un nouveau livre que tu as sorti justement pour les femmes atypiques. Alors, Élodie, tu es psychanalyste, tu es aussi médiatrice familiale, tu es co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité, qui s'appelait avant l'Observatoire, je crois, de l'hypersensibilité. Tu es auteure, conférencière, bref, tu fais plein de choses, mais je vais te laisser te présenter et surtout nous dire, en fait, depuis combien de temps tu travailles sur ce sujet de la douance et de l'hypersensibilité, comment ça a commencé, pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet et puis par qui tu as été formée. Je crois que tu t'es été formée quand même par le personnage principal de l'hypersensibilité qu'on connaît et surtout dans le monde anglo-saxon. Déjà, merci beaucoup Sandrine pour cette invitation. Je suis très, très flattée de pouvoir m'adresser sur ta chaîne et puis pour les femmes atypiques qui regarderont cette vidéo. Alors oui, effectivement, moi, je n'ai pas toujours fait ce métier-là. J'ai été assistante sociale pendant des années. J'ai continué mes études en parallèle où je posais des congés, je me rappelle, pour passer mes partiels comme n'importe quel étudiant. Donc, j'ai poursuivi en psychologie, en psychanalyse après. En médiation familiale. Et donc, petit à petit, en réalité, en me mettant à mon compte, j'ai réalisé que les personnes qui venaient à moi, c'était quand même des profils particuliers. Alors, les personnes qui sont dans l'accompagnement, je pense, ne seront pas surpris, mais on attire à nous des gens qui nous correspondent, ou en tout cas, où je pense notre discours a un impact. Et donc, voilà, ça s'est fait petit à petit. Alors moi, j'ai découvert que j'étais une personne atypique quand j'étais jeune adulte, donc il y a une quinzaine d'années. C'est toujours quelque chose que j'ai ressenti, pressenti lorsque j'étais enfant, mais à l'époque, bien que mes parents m'avaient fait passer des tests, c'était pas très important pour eux, ou en tout cas peut-être pas légitime de m'en parler. C'était pas dans le but de le cacher, mais ils avaient peut-être pas la connaissance qu'on a aujourd'hui des atypies, de son fonctionnement et de l'intérêt que l'enfant a de le savoir en fait. Donc ça a été une révélation jeune adulte, mais j'ai mis du temps à accepter. C'est aussi pour ça que je comprends les femmes qui, on le verra, on en parlera, mais qui découvrent sur le tard qu'elles sont atypiques. Et il faut du temps pour digérer l'information, pour se dire, OK, j'ai une pièce du puzzle. Je savais bien qu'il m'en manquait une, mais j'en fais quoi maintenant? Donc ça prend forme petit à petit. Et petit à petit, c'est vrai que dans ma pratique professionnelle, voyant bien que c'était quand même des profils bien atypiques que j'attirais à moi, je me suis dit: «Mais on ne m'a jamais formée correctement pour accompagner ce public». Concrètement, on sait bien de toute façon quand on sort de la fac, même s'il y a pas mal de stages, dans certaines formations, c'est pas suffisant. C'est surtout la pratique lorsqu'on accompagne les personnes qui fait qu'à un moment donné, on comprend le métier. Mais là, même là, c'était le flou. Je me rendais bien compte que ma posture professionnelle ne convenait pas, en tout cas dans ce qu'on m'avait appris, pour accompagner ce public particulier. Du coup, j'ai cherché à me former. Pour la douance, c'est vrai que pour moi, Fabrice Michaud est une des plus grandes références francophones, puisque s'il est quand même conférencier international, il a été vice-président Mensa, qui est une association internationale donc pour les personnes surdouées, qui a plus de 20 ans d'expertise professionnelle. Donc, j'ai commencé par ça. Puis, en fait, petit à petit, je me suis un peu ouverte finalement au monde anglo-saxon, qui, je trouve, ont beaucoup d'avance, en tout cas sur nous. Et j'ai fait la formation du docteur Hélène Aron sur son site. Je suis référencée. Je crois que je suis encore la seule française à ce jour Je crois. qui est référencée. Et j'ai poursuivi, en fait, en ce sens, pour petit à petit, en fait, avoir des connaissances que je ne trouvais pas dans le milieu francophone.
Donc, au final, j'en suis arrivée là. Puis après, là, je me suis formée aussi au spectre de l'autisme qui est plus large et au TDAH. Enfin, voilà. Mais je pense que la formation, quand on est accompagnant, de toute façon, elle ne s'arrête jamais. Parce qu'il faut quand même avoir une certaine humilité de ce milieu de l'atypie. Je pense qu'on est vraiment qu'au début et qu'il y a encore plein de choses à découvrir hein, parce que les neurosciences avancent très vite. Donc, on a de plus en plus d'études à ce sujet et elles sont très intéressantes et elles continuent encore d'être exploitées. Donc, finalement, on ne s'arrête jamais de se former. Oui, c'est clair que c'est de la formation continue. J'ai fait aussi, il y a 2 semaines, la formation de Fabrice sur la douance féministe, donc j'étais ravie. Et évidemment, il a cité Élodie Crépel comme référence, justement, et qu'il a cité ton nouveau livre aussi à la fin. Donc tout se retrouve. Tu me l'apprends, tu vois, je vais lui envoyer un message pour le remercier. Donc, non, c'était super, oui. Et j'avais interviewé aussi Pascal Michelon sur le sujet de la douance, parce qu'elle a vu ça aussi du côté des États-Unis. Effectivement, elle se rendait bien compte aussi de la différence entre la France, la Suisse et les pays anglo-saxons. Alors, aujourd'hui, on est là aussi pour parler de ton nouveau livre que j'affiche à l'écran. Peut-être que ça va s'afficher à l'envers, mais donc ça s'appelle Femmes atypiques, hypersensibilité au potentiel TDAH. Faites de votre différence une force au travail. Personnellement, je l'ai lu assez rapidement. En 2 fois, j'ai eu la chance, alors là c'est la première fois que je dis ça, de tomber malade il y a 2 semaines, un petit peu comme toi aujourd'hui. Et je ne voyais pas quand j'aurais le temps de lire le livre et c'était génial parce que du coup, je devais assister à une formation, je ne l'ai pas fait, donc je me suis mise dans mon petit lit sous ma couette et j'ai adoré lire ce livre. Pour moi, c'était un peu la révélation de waouh, tout ce que je suis en train de faire, de mettre en place, ça a du sens pour quelqu'un d'autre et ça résume parfaitement aussi ma pensée par rapport au sujet. Alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ces femmes atypiques au travail, en tout cas, c'est, je crois, la demande qui t'avait été faite par les éditions Jouvence. Donc, c'est intéressant. Pourquoi ce thème de femmes atypiques au travail? 3 dimensions. Alors, la demande de Jouvence, c'était de parler des atypies dans le monde du travail. Parce que ça, alors, il y a des livres sur la douance au travail, sur l'hypersensibilité au travail. Il y a la co-directrice qui est avec moi, Fanny Marie, qui a écrit un très joli livre aussi sur l'hypersensibilité dans le monde du travail. Donc, il y a ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on se rend compte, alors quand on parle atypie, donc c'est neuroatypie, ça concerne plusieurs choses. Ça concerne effectivement le fait d'être potentiellement surdoué, d'être hautement sensible ou hypersensible. Ça concerne le TDAH, les troubles 10, le spectre de l'autisme qui est très très large. Donc ça, on se rend compte que dans le cerveau de ces personnes, en fait, il y a un fonctionnement de manière neuronale différent. Il n'est pas anormal, il est différent. Alors, on peut le dire anormal dans le sens où, en fait, d'un point de vue scientifique, ils ont établi une certaine norme donnée. On pourrait encore s'interroger là-dessus. Et du coup, en dehors de cette norme, eh bien, il y a des fonctionnements différents. Donc, ça impacte inévitablement notre façon de sentir, d'appréhender et de vivre dans ce monde. Et en réalité, il est assez rare d'avoir une seule neuroatypie. C'est possible, bien sûr que c'est possible. Mais quid du fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes atypiques qui ont plusieurs neuroatypies et que ça se colore inévitablement avec notre histoire de vie, notre personnalité, eh bien, ça impacte d'autant plus notre sphère personnelle et professionnelle. Et aujourd'hui, il y a des atypiques qui ne vivent pas forcément bien dans le milieu professionnel. Alors attention, là, il y a un gros biais, on croit que tous les atypiques sont malheureux, pas du tout. Disons que quand on les voit en accompagnement, forcément, c'est qu'ils ont une problématique, mais il y a beaucoup, beaucoup de personnes atypiques qui sont très heureuses et qui trouvent par elles-mêmes des solutions et qui vont très bien dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et ça, il faut quand même bien le dire. Donc, pour ces gens-là, tout va bien, donc ma foi, il n'y a peut-être pas besoin d'écrire des livres, mais pour les personnes qui cherchent des réponses, je trouvais qu'effectivement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Donc, j'étais assez d'accord avec Jouvence là-dessus, mais en creusant un petit peu la thématique avec eux, c'est vrai, enfin avec elles, puisque j'étais accompagnée aussi par des femmes atypiques, pour le coup, je me suis dit, mais pourquoi on n'irait pas à fond dans la thématique des femmes? Pourquoi? Parce que là, aujourd'hui, tous les livres quand même qui parlent de la thématique des atypies, elles sont quand même sur un regard ou un genre masculin. Alors attention, toutes les atypies touchent autant les hommes que les femmes, ce n'est pas du tout genré, mais il y a quand même un sexisme ambiant dans nos sociétés actuelles, de par l'éducation, de par la culture, qui fait qu'on ne voit pas de la même manière les atypies chez l'homme et chez la femme, et donc le petit garçon et la petite fille ne s'adaptent pas de la même manière et ne va pas adapter ces atypies de la même façon en grandissant.
Alors, je ne fais pas de généralité ici. Mais par contre, c'est pour une grosse majorité, eh bien oui, moi, je rencontrais énormément de femmes atypiques qui ne trouvaient pas leur réponse dans la littérature actuelle, et je trouvais ça dommage. Il y a une connaissance peut-être un peu plus approfondie et plus vaste du sujet parce que je peux effectivement avoir des formations internationales et essayer de faire le mix de tout ça. Et de par mon expérience, parce que maintenant, ça fait plusieurs années que finalement, j'accompagne, je pense, la plus grosse majorité des femmes, je me suis dit, mais il y a quand même des liens à faire et c'est trop important d'en parler, de vulgariser au maximum le sujet, même si il faut que ça reste quand même scientifique, mais que ça soit adapté à tout le monde. C'est quand même le but d'un livre, en tout cas de celui-ci. Et je me suis dit, il faut absolument que toute la connaissance que j'ai emmagasinée depuis toutes ces années, j'essaye de la résumer. Parce qu'il est temps que les femmes, en fait, se positionnent et arrivent à assumer leur atypie. Et aujourd'hui, c'est très, très compliqué pour elles, beaucoup plus que pour un homme. Alors, encore une fois, je ne fais pas de généralité, parce que tout existe, bien sûr. Mais on se rend compte, après une passation de test, que beaucoup d'hommes vont se sentir soulagés de la réponse, tu vois, de se dire, ah, ok, j'ai enfin une réponse, je peux avancer dans ma vie. Là où pour beaucoup de femmes, ça n'a rien à voir. Elles sont plutôt sur la réserve, elles ne savent pas quoi en faire, elles vont remettre ça en question, elles vont remettre les compétences du professionnel en question, en disant vous êtes trompé, c'est pas possible. Et elles vont mettre beaucoup de temps à l'assumer, voire peut-être même à le dire, à l'expliquer, et elles ne vont pas oser en parler. Donc ça, c'est quand même une différence hyper intéressante à analyser. En tant que professionnel, forcément, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, parce qu'elles ont 2X, ça n'a rien à voir avec leur gène. C'est qu'il y a quand même une sorte de déconstruction sociale et culturelle à faire qu'il n'y a pas chez les hommes. Et pour revenir sur le côté atypique, puisque c'est le titre du livre, on est d'accord que c'est un diminutif du terme neuroatypique. Parce que j'ai vu encore aujourd'hui sur Facebook un discours sur qu'est-ce que c'est être atypique. Et beaucoup de gens disaient, en fait, atypique, c'est juste être différent. Et on est tous différents. Au fond, on est tous uniques. Alors, pourquoi on entend toujours ce mot atypique? Parce que je pense que ça fait un peu moins peur. Alors, on est d'accord, on est tous singuliers. Je veux dire, moi, on est d'accord que génétiquement, nous sommes tous différents des uns des autres, de par notre histoire, de tout ça. Il n'y a pas de souci. En fait, c'est au lieu de dire neuroatypique, on coupe, en fait, on dit atypique, mais c'est plutôt un terme. Je pense que déjà, dans le milieu même scientifique, au lieu de dire neuroatypique, on dit atypique parce qu'on se comprend et que finalement, ce mot, il a été après utilisé, en fait, tout simplement. Mais je pense que les gens, il faut leur redire, on ne parle pas ici de personnes atypiques dans le sens singulier, on parle en fait de neuroatypie dans le sens où effectivement le cerveau fonctionne ou en tout cas, ou parfois même une structure différente. Et ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien, ça ne veut pas dire qu'elle est mieux non plus. Des fois, on a un petit peu cette guéguerre entre les neurotypiques et les neuroatypiques, et il n'y a pas lieu d'être, en fait. Il n'y a pas de guéguerre à faire, parce qu'effectivement, même les neuroatypiques entre eux sont différents. Pour reprendre un petit peu le symbole de Jeanne Sofachin, qui parlait de zèbre pour les surveiller, elle disait bien que chaque zèbre possède ses propres rayures, un peu comme chacun a ses propres empreintes digitales. Il en est de même pour les neuroatypiques. Donc, voilà. Mais on se rend compte quand même que si le cerveau fonctionne différemment et qu'il perçoit le monde différemment, inévitablement, ça peut amener des complications. En tout cas, quand on est minoritaire, parce que ce monde, il est fait par et pour des neurotypiques. Donc, pour les neuroatypiques, ça va leur demander une adaptation, voire une suradaptation que les neurotypiques n'ont pas à faire. Et ça, c'est important de prendre en considération. Et alors, tu parlais aussi au début du fait que tu vis au Royaume-Uni, donc la perception justement de ces atypies, donc on en a parlé, TDAH, autisme Asperger qui s'appelle autisme de haut niveau maintenant, etc., HP, hypersensibilité. Il y a des aménagements, il y a des choses un petit peu différentes. Parfois même dans les entretiens, c'est des choses qui sont abordées alors que pas du tout en France, je pense, ou en Suisse. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu la différence que tu as observée de manière assez générale? Alors, c'est pas le paradis non plus. Ça, je pense que c'est important de ne pas mettre ça sur un piédestal. Je pense les personnes qui sont sensibilisées sont vraiment sensibilisées. Il y a plus de personnes sensibilisées et lorsqu'elles le sont, elles ont une meilleure connaissance. Tout le monde, après, ne connaît pas le sujet. Il ne faut pas se leurrer. On peut tomber sur des personnes qui ne connaissent pas du tout. Par contre, un exemple personnel, mais qui peut parler notamment aux parents qui vont nous suivre. Moi, j'ai 3 enfants, bientôt 4 du coup, qui sont tous pour le coup atypiques dans leur fonctionnement. Et lorsque je suis arrivée au Royaume-Uni, mon dernier était encore un bébé, il pleurait énormément et je ne trouvais pas
de cause médicale et c'était un peu compliqué. Parce que je me suis dit, pourquoi il pleure autant? Est-ce qu'on ne passe pas à côté de quelque chose? Comme tout parent qui ne dort pas, qui est fatigué, il faut trouver une solution. Et en fait, il y a quelque chose d'incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on voyait un médecin ici au Royaume-Uni, dans le diagnostic qu'il voulait poser, et donc dans les questions qu'il me posait, à chaque fois, il y avait cette question, mais genre à chaque fois, alors que je ne l'ai jamais entendue de la bouche d'un pédiatre en France, c'est: est-ce que vous ou votre mari vous êtes en fait neuroatypique? Alors il me pose la question en me disant: est-ce qu'on est surdoué ou hautement sensible? Parce que pour lui, ça faisait vraiment partie intégralement de l'analyse qu'il allait faire de la situation. Et beaucoup me disaient: effectivement, je pense que votre bébé a une grande sensibilité. On ne peut pas vraiment parler de démence quand c'est un bébé, mais de sensibilité, oui. Et ils en reconnaissaient les signes, alors que mon enfant avait 6 mois. Ouais, c'est assez C'était exceptionnel. Eh bien, bien sûr. Et moi, j'étais. Alors, du coup, c'était intéressant parce que moi, je connaissais bien le sujet et je l'avais certainement perçu chez mon bébé, mais je ne voulais pas non plus en être sûre parce que j'ai ce biais professionnel et puis Bien c'est sûr. mon propre enfant, donc c'est très compliqué de prendre du recul. Et alors, du coup, j'aimais bien parce que chacun m'expliquait. Alors, je vous expliquais ce que c'est un bébé hautement sensible et tout. Je disais: oui, oui, je connais le sujet. Oui, je sais. Mais du coup, c'était hyper intéressant de voir comment ils développaient le sujet, comment ils l'amenaient et comment ils le prenaient en compte dans leur diagnostic. C'est-à-dire que ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas de cause médicale, mais ça pouvait expliquer l'intensité, en fait, de ces réactions, de par peut-être un problème qui était certainement assez banal pour un autre bébé. Et là, je me suis dit: mais waouh, la différence, parce que en France notamment, parce que je ne peux pas parler pour la Suisse, mais en France notamment, on en est encore au point à se questionner si l'hypersensibilité existe. Non, mais je me dis, mais là, on délire totalement. Le problème, c'est qu'effectivement, les études sont beaucoup en anglais. On le sait, les Français ne sont pas très bons en anglais. Mais quand même, aujourd'hui, on a des outils, je pense, de traduction qui nous permettent largement de traduire une étude. Et je trouve ça très triste quand je vois des professionnels, encore même des psychologues, qui disent: mais l'hypersensibilité n'existe pas, c'est juste traumatique. Mais absolument pas. On a quand même des études scientifiques qui démontrent qu'il y a même un gène, en fait, de la haute sensibilité. Donc, il faut arrêter. Je pense que ce faux débat fait perdre du temps à tout le monde et fait du tort aux personnes qui recherchent des réponses maintenant et des solutions. Parce que si on est face à un professionnel qui est encore dans ce débat: oui, bon, vous savez, tout ça, c'est que des étiquettes, en fait, on n'avance pas. Et je trouve ça dommage parce que moi, justement, au Royaume-Uni, vu qu'ils ont vraiment cette connaissance-là, c'est bon, c'est ancré, c'est OK, on avance, quoi. Et on fait avec ça. Et donc, ça change la donne, c'est sûr. Super. Et du coup, dans ce livre, on va parler après un petit peu de l'originalité de ton livre. Il n'est pas fait comme tous les autres livres et il y a un petit questionnaire sympa notamment. Mais tu parles beaucoup des principaux problèmes rencontrés par les femmes atypiques, notamment dans le monde du travail. Alors, tu vas nous en parler. Quels sont ces principaux problèmes, évidemment sans révéler tout le livre, parce que c'est quand même l'essence du livre. Mais il y en a certains qui sont intéressants. Notamment, j'avais noté pour moi quelque chose que je n'avais pas forcément remarqué, mais je me suis dit: wow, c'est tellement vrai, le syndrome de la deuxième place et la peur de briller et d'être dans sa pleine puissance. Quelque chose aussi d'assez rigolo, quand j'ai lu ton livre, je me suis dit: oh, mais en fait, j'aurais voulu écrire ce livre. Et puis après, il y a eu cette petite voix dans ma tête qui a fait: ah non, mais tu n'es pas capable d'écrire ce livre, en tout cas pas de la même façon. Ah mais non, mais en fait, ça sera dans 10 ans que tu vas écrire un livre pareil parce qu'il te faut à peu près 10 ans d'expérience professionnelle comme Élodie pour l'écrire. Et puis, tu sais, tout ce genre de trucs. Et puis, je me suis dit: eh ben en fait, le syndrome de l'impostrice qu'elle décrit dans le livre, bah voilà, typiquement, c'était ça. Alors, il y a 200 pages dans le livre, donc effectivement, de toute façon, là, j'aurais du mal à tout résumer, mais tu le dis bien. Et je tiens déjà à rassurer, tu vois, à dire, croyez pas que moi, je n'ai pas le syndrome de l'impostrice. Mais oui. Mais oui, mais en fait, juste que j'ai su le tourner. En fait, je t'explique. Je me dis: ok, c'est vrai, moi aussi, j'ai mes doutes, j'ai mes remises en question. Je me dis: mais vraiment, est-ce que tu es capable de faire ça, ça, ça? Enfin, tout le monde. Ce qui est important, c'est de pouvoir passer à l'action. Et moi, je vois le syndrome de l'impostrice, en tant que femme, c'est très compliqué de s'en défaire, vraiment. Pour le coup, j'ai jamais vu une femme vraiment sans ce complexe-là. Si je peux rassurer les personnes qui regardent cette vidéo, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous l'avez que vous pouvez pas avancer. Bien au contraire, utilisez-le en fait dans le sens où, ok, peut-être que je m'en sens pas capable, peut-être que ça me paraît un truc de fou, genre hors de toutes mes limites, mais
je vais l'utiliser dans le sens où je vais faire ce que je peux, comme je peux. Et en fait, c'est souvent largement suffisant. Parce que les femmes atypiques sont souvent très exigeantes envers elles-mêmes, peut-être trop. Donc ça, c'est quelque chose par contre à travailler si jamais ça nous empêche d'avancer. Notamment les personnes perfectionnistes, ça c'est encore autre chose. Je tiens vraiment à préciser que le perfectionnisme, c'est pas du tout une qualité, hein. Souvent, on le voit comme une qualité, surtout dans le monde du travail. Absolument pas. Les personnes perfectionnistes souffrent énormément d'être perfectionnistes parce que justement, elles idéalisent tellement ce qu'elles veulent faire que jamais, en fait, elles arrivent à passer à l'action à un moment donné. Ça peut même créer de la procrastination. Donc ça va être important de se le garder en tête. Mais c'est de se dire, euh, je vais juste faire ce que je peux, comme je peux. Et puis surtout, en fait, pas avec l'idée d'obtenir un résultat, mais avec l'idée de me faire plaisir. Et je pense que ça change la donne. C'est-à-dire que quand j'ai écrit ce livre, je ne me suis pas dit, waouh, j'ai envie de changer la vie de toutes ces femmes. Pas du tout. C'est vraiment me dire comment je parlerai finalement à une amie ou à des personnes que j'aime bien pour expliquer des choses et pour échanger et qu'on ait une conversation intéressante. Et après, chacun fait ce qu'il veut de ça, en fait, hein. Et juste l'envie de partager. Je pense que je me suis juste, tu vois, arrêtée à ça. Et après, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est orienté de manière atypique et qu'il parle autant. Et je remercie vraiment les éditions Jouvence parce que cette liberté que j'ai eue dans la forme, elle est pas acceptée partout. J'ai la possibilité de travailler avec plusieurs maisons d'édition et je vois bien que pour beaucoup, c'est ah non, mais il faut que le livre il reste accessible à tout le monde et tout. Et ça me frustrait parce que je dis mais non, moi non, parce que si j'écris pour les atypiques, en fait, je sais ce qui leur plaît. D'une certaine manière, non, laissez-moi justement faire un livre plutôt atypique parce que justement, c'est ça qui va faire la différence parce que des livres justement typiques, ils en ont lu plein, quoi. Donc, apportons autre chose, vous verrez bien que ça va fonctionner. Donc, ils m'ont vraiment fait confiance et c'est chouette. Après, il ne parlera pas à tout le monde, mais ce n'est pas le but d'un livre. Donc, du coup, le principal, c'est que les personnes trouvent quelque chose dedans, en tout cas, qui les intéresse et qu'ils n'ont peut-être pas vu ailleurs et qui apporte une différence. Et après, ça ne remplace pas un accompagnement, un livre, hein, de toute façon, hein. Bien sûr. Je n'ai pas du tout cet objectif-là, hein. Mais ça peut, je pense, mettre un peu de l'engrais pour faire pousser la graine. Et justement, tu parlais très bien, tu suis beaucoup de femmes en entreprise et tu parlais très bien de ce syndrome de la deuxième place. Est-ce que tu peux un peu nous décrire ce que tu as observé par rapport à ces femmes qui n'osent pas tout le temps prendre leur place? Alors ça date, ça va être intéressant de l'analyser déjà en fait dans votre enfance, pour ceux qui écoutent. C'est-à-dire que ça n'arrive pas d'un coup. Déjà chez la petite fille, il y a une sorte, de malaise d'être première de la classe. Soit parce que, les petites filles, elles ont plus de mal que les petits garçons à avoir, d'être mis comme ça en avant. Elles vont plutôt être dans l'ombre d'eux ou bien par empathie parfois, parce qu'on ne veut pas faire de peine à notre amie, donc avoir de meilleures notes et donc elles sont capables de s'auto-flageller, d'une certaine manière de s'auto-saboter pardon, même si l'autoflagellation en fait partie, de s'auto-saboter pour ne pas avoir de trop bonnes notes. Donc pour pas faire de peine, pour pas se montrer trop en avant, parce que c'est dangereux en fait. C'est une place, où les femmes ne sont pas à l'aise en fait. Elles veulent pas vraiment être mises en avant et pour cause, parce qu'en fait dans la vie de tous les jours, les petites filles qui sont vraiment mises en avant, qui ont un tempérament assez fort, alors ça veut pas dire qu'il faut absolument pousser les petites filles à avoir un tempérament fort, absolument pas, hein. Ne tombons pas dans le cliché inverse. Quand je parle par exemple de sexisme, j'explique souvent ça, c'est-à-dire que ça soit fille ou garçon, chacun son tempérament en fait, hein, il n'y a pas de meilleur ou pas. Mais c'est cette liberté d'être soi-même surtout qui compte. Mais voilà, une petite fille qui a un fort tempérament, on va plutôt la remettre à sa place en disant qu'elle est capricieuse, qu'on en fait trop, que c'est pas possible. Tandis qu'un petit garçon, pas du tout. On va se dire, oh, c'est un petit garçon, c'est normal. Moi, je le vois encore, par exemple, j'ai que des garçons. Et quand je dis que j'ai que des garçons, la remarque qu'on me fait en général, c'est oh là là, ma pauvre, ça doit être plus compliqué, hein. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, ils sont tous différents des uns des autres et il y en a qui sont très, très calmes, d'autres pas du tout. Et ça serait des filles, ça serait la même chose, en fait. Donc, comme quoi, ça reste encore ancré. Et la petite fille, elle grandit avec ça. Elle grandit avec ça et du coup, après, dans le monde professionnel, en général, il y a un lien. Moi, je dis souvent, pour déconstruire ça, il faut remonter. Alors, c'est le côté un peu psy forcément qui parle, mais c'est intéressant de remonter. Quelle place on s'est octroyée, quelle place on a bien voulu s'octroyer, quelle place on pensait qui était la nôtre et quelle place finalement on voudrait. Il y a plein de choses à faire.
là-dessus. Mais en entreprise, on se rend compte que souvent, les femmes, elles gèrent beaucoup de choses dans les entreprises. Elles gèrent souvent beaucoup de choses. Et je vois souvent les adjointes A, c'est souvent des femmes, donc les femmes de l'ombre. Donc, il y a l'homme qui est mis en valeur, qui est mis dans la lumière, mais finalement, qui délègue énormément à son second, et donc souvent à sa seconde. Et c'est vrai qu'elles ont un côté un peu multipotentiel, elles gèrent plusieurs choses à la fois. Et ça aussi, c'est très ancré de dire « Ah, mais les femmes, elles savent faire plusieurs choses à la fois ». Mais en fait, on n'a pas un cerveau différent de ça. C'est juste qu'on a su développer en fait cette compétence beaucoup plus que les hommes. Mais les hommes peuvent faire aussi plusieurs choses à la fois. Je veux dire, c'est pas du tout propre à un cerveau masculin ou féminin, absolument pas. Ce sont des compétences en fait à développer ou pas. Mais je trouve intéressant parce qu'au final, elles n'osent pas se permettre de postuler à des postes de première place, en fait. C'est-à-dire que d'une part, en fait, elles ont toutes les responsabilités d'une première place, mais sans en fait les avantages sociaux et sans salaire. D'où les gaps de salaire aussi. Et oui, bien sûr. Et puis, il y a encore cette idée de se dire, oui, en plus, je dois gérer tout ce qui est famille, tout ce qui est domicile. Encore aujourd'hui, qui c'est qu'on appelle le plus quand un enfant est malade ou un problème? C'est la mère en premier. Alors, dans certaines situations, c'est entendable parce que si effectivement la maman a pris un congé maternité ou parental et que le papa travaille, bon, ok. Et dans certaines situations, elles ont en fait un emploi du temps tout aussi chargé. Et voilà, il y a des choses comme ça. Et en fait, les femmes, elles l'ont accepté comme voilà, c'est ok, c'est normal, c'est une norme en fait. C'est comme ça que ça se passe. Et il y en a beaucoup qui n'osent même pas espérer mieux en fait, de changer de boulot, d'avoir peut-être une autre rémunération qui serait en adéquation avec les responsabilités qu'elles prennent et toutes les décisions qu'elles prennent. Et lorsqu'elles se plaignent, ah bon, ou on met ça sur le coup des hormones, ça beaucoup de femmes l'ont entendu, hein, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, dis donc, voilà. Ou sur l'hystérie, hein. L'hystérie n'existe pas, hein, c'est un terme qui a été vraiment fait pour couper c'est de l'herbe sous le pied des femmes, hein, mais parce que l'hystérie, en fait, n'existe absolument pas. Hein. C'est soit on est dans la psychose et donc on a une maladie effectivement mentale, mais l'hystérie en tant que telle n'existe absolument pas. Et je pense que c'est important de le rappeler. Et donc, je crois qu'à un moment donné, ça va être important que les femmes atypiques, notamment, reconsidèrent en fait toutes leurs compétences. Et n'aient pas ni honte, ni mal à l'aise. Parce que ça aussi, il y a une sorte d'humilité chez la femme qu'on retrouve. Elle a cette valeur, tu sais, de dire c'est pas très humble. J'aime bien passer pour quelqu'un de humble, tout ça. Et je veux pas justement qu'on ait la sensation que je demande beaucoup, tout ça. Donc, elle va pas oser demander, en fait, parfois, d'être finalement récompensée pour tout son travail. Moi, je leur dis souvent que c'est de la fausse modestie aussi. Et je retrouve vraiment ce truc aussi par rapport à l'argent. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, bah oui, j'ai ce salaire, mais en fait, je n'ai pas besoin de plus. Quand je coach des hommes, mais c'est pas une question de besoin. Ah non, j'ai le salaire que je mérite. D'un côté, on est dans la valeur, et de l'autre, j'ai pas besoin de plus que ça pour vivre. Et je trouve ça extraordinaire. Donc, quand on arrive à switcher et changer de point de vue, comme par hasard, il y a une promotion qui arrive, je me redonne de la valeur et je donne de la valeur à mes compétences. Exactement, c'est vraiment une question, c'est une différence entre les hommes et les femmes, c'est assez fort là-dessus. Hein. C'est vrai que voilà, on n'ose pas demander ce à quoi on a droit. Et je trouve que là, les hommes ont aussi leur rôle à jouer, hein, parce que je trouve que dans le couple, ou en tout cas dans la vie professionnelle, les hommes le banalisent aussi, hein, en disant bah oui, bah, si elle n'en a pas envie. Mais ça serait intéressant aussi en fait qu'ils s'interrogent là-dessus et qu'ils se disent mais en fait pourquoi moi je suis payée plus que ma collègue alors qu'on fait le même travail. Ça gêne personne. Une telle différence, à un moment donné il faut se questionner. Alors je suis pas dans le côté revendication, tout ça, c'est pas le but de ce livre. Le but de ce livre, c'est vraiment de réaliser à quel point en fait les atypies de par leur intensité sont colorées par le genre. Et du coup, de remettre tout ça en question et en perspective permet de mieux en fait vivre avec ces atypies. Parce qu'aujourd'hui, les femmes se suradaptent beaucoup plus. Ce qui génère. Je suis contente que tu le dises parce que j'ai aussi beaucoup de gens qui ne comprennent pas forcément pourquoi je fais une chaîne dédiée aux femmes sur les atypies en me disant mais c'est monstrueux, tu fais des choses genrées, il n'y a pas de différence, etc.
Et je trouve extraordinaire dans la formation de Fabrice, je me disais, ah, quand même, où on va vraiment dans le détail, jusqu'au côté hormonal. On dit très bien, mais une femme atypique, parfois, c'est une centrale nucléaire. Alors, imagine, avec les hormones en plus, évidemment que c'est différent. Ouais. Je suis contente Mais qu'on en parle de plus en moi, plus. je trouve ça fou parce que personne ne dit oh là là, il y a quand même des associations réservées au troisième âge, mais c'est pas cool et tout. On s'en fout. Que je sache, enfin, ça perturbe personne. Il est normal à un moment donné, lorsqu'on a des points communs, qu'on ait envie de se réunir. Je sais pas, un club de cyclistes, par exemple, on se dit pas, dis donc, mais pourquoi on prend pas quelqu'un qui fait de l'escalade? Bah oui, mais parce qu'ici, on fait du vélo. Voilà, à un moment donné, c'est la même chose. Si certaines femmes ont besoin, en fait, de trouver des échos et peut-être de l'assurance et peut-être quelque chose qui vont leur faire du bien auprès d'autres femmes, c'est parce qu'il y a un besoin. Bien sûr. Et si elles n'en ont pas besoin, elles ne trouveraient pas ta chaîne de toute façon. À un moment donné, on n'oblige personne à regarder quoi que ce soit. Et puis aussi, et ça c'est majeur dans ton livre et dans les formations de Fabrice, c'est cette idée que la femme doute beaucoup plus au moment de la révélation. Il y a un C'est ça. espèce de déni. Et j'ai adoré ton analyse. L'effet Barnum de l'effet Barnum, j'avais fait une vidéo sur ce sujet il n'y a pas longtemps et du coup, ça m'a ouvert des nouvelles perspectives puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah oui, c'est à la mode en ce moment, les atypies, du coup, tout le monde se reconnaît, c'est des descriptions comme si on allait voir une voyante ou etc. Et en fait, non, pas du tout. Et comme le dit Fabrice, à un moment donné, si on se reconnaît, il faut faire confiance à cette part-là qui se reconnaît et qui sait au fond qu'il y a quelque chose de différent et que ça a toujours été là. Alors, c'est assez étrange parce que je trouve que les personnes qui critiquent le plus les atypiques, c'est soit parce qu'elles n'y connaissent rien, donc voilà, et soit qu'elles sont neurotypiques. Parce qu'en fait, c'est surtout les neurotypiques qui ont besoin de nous mettre dans des cases. En soi, quand on est atypique, s'il n'y avait pas cette tranche de normes et enfin, voilà, qui est normée, bah, en fait, on n'en aurait pas besoin. On retrouve beaucoup chez les atypiques justement ce côté de non-cases. Ils ont beaucoup moins besoin de mettre les neurotypiques dans des cases, eux. Tu vois? Tandis que justement, ce qui crée ce malaise, cette différence et ce fait qu'on ne se sent pas vraiment en phase avec le monde, c'est qu'on a vraiment la sensation que justement, on ne rentre pas dans leur case à eux. Tu vois? Et ça, c'est une grande différence. Et du coup, j'ai la sensation que les personnes qui sont toujours en train de critiquer ça, oui, ce sont des cases, des étiquettes, c'est soit des personnes vraiment qui n'y connaissent rien, ou bien qui auraient besoin justement de nous mettre dans des cases. Et ça ne leur plaît pas. Et comme ça ne leur plaît pas parce qu'ils ne maîtrisent pas les choses, bah, ils critiquent. Donc bon, moi je laisse ça de côté. Je me dis que s'ils ont envie de critiquer quelque chose qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne maîtrisent pas, après tout, chacun met son énergie où il veut. Par contre, c'est vrai que les femmes, en général, même si elles ont cette petite voix de se dire ça me parle, elles vont avoir du mal à écouter. Ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est ce que je te disais, tu vois, au début, quand on échangeait après un test, il y a une grosse période de doute, de remise en question. Et en même temps, c'est assez légitime parce que dans les faits, les femmes qui osent en parler et qui osent dire qu'elles sont atypiques, on retrouve beaucoup de témoignages de femmes qui disent en fait, mon mari m'a quittée. Dans l'autre sens, on ne retrouve pas des hommes qui ont été quittés par leur femme parce qu'en fait, ils étaient surdoués, par exemple. Absolument pas, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais je trouve ça assez prégnant. Je pense qu'elles ressentent d'une certaine manière que ça pourrait tout changer. Et elles n'ont pas forcément tort. C'est ça qui est difficile aussi de leur dire. C'est-à-dire que c'est pour ça que je pense que le test n'est pas obligatoire, qu'il faut le faire avant tout pour soi et qu'il faut être OK avec ce qui va être dit. Souvent, on me demande après, mais non, est-ce que je le dis? Et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça, bien sûr, mais il faut être certain, en fait, déjà de son positionnement par rapport à ça, comment moi je me sens par rapport au résultat, à qui j'ai envie de le dire, parce que cette personne, elle n'est peut-être pas sensibilisée au sujet et elle peut être maladroite, pas du tout méchante, mais maladroite, dans le sens où, ah bon, mais t'es sûre, ah bon, c'est bizarre. Elle peut avoir ce genre de réaction alors que nous, on attend finalement qu'elle nous écoute avec bienveillance, qu'on vienne déposer quelque chose, et puis finalement, elle n'en est pas capable parce qu'elle ne connaît pas le sujet. Donc ça va être important lorsqu'on veut vraiment creuser cette thématique, de se questionner sur tout ça en amont. Et puis après, on peut aussi ne pas vouloir le dire, mais le garder pour soi, parce que ça peut juste venir réconforter la petite voix qui se posait des questions et ça peut faire du bien. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, je dis souvent, ce livre, il y en a qui ne passeront pas le cap de l'acheter parce que c'est tout bête, mais comme il y a marqué femme atypique, en gros,
possiblement le passage à la caisse ou même l'avoir entre les mains, ça peut être compliqué pour certaines et ça peut être un énorme cap et c'est vrai que j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont dit: «Bah, allez, c'est un grand cap pour moi». Enfin, on sentait, tu vois, toute l'émotion derrière de se dire: «Je l'ai acheté». Et certains m'ont dit: moi, je l'ai acheté pour ma tante, moi, je l'ai acheté pour mon amie, moi, je l'ai acheté pour ma sœur, mais je l'ai quand même un peu feuilleté avant». Et je trouve ça génial. Et je me dis: «C'est un peu ça que j'ai voulu aussi mettre en place», tu vois, cette solidarité entre nous toutes, en se disant: «Peut-être que moi, j'en suis pas capable pour le moment, peut-être que je me le sens pas, pour X ou Y raison et je suis légitime à ça». C'est-à-dire qu'il ne faut pas se forcer, hein. Mais je pense peut-être à une amie à moi, je pense peut-être à ma sœur, à ma mère, à ma grand-mère, hein, parce que c'est toutes les générations et j'ai envie de lui faire ce cadeau-là, parce que c'est peut-être plus simple de se faire offrir le livre que de se l'offrir soi-même. Et c'est marrant ce que tu dis parce que c'est exactement ce que je vis avec mes clientes. Jusqu'ici, j'ai pas eu beaucoup de livres sur la douance au féminin à leur recommander. Alors, il y a le livre de Monique de Kermalek, Oui, La femme surdouée. Et alors là, certaines j'ai mis 1 an pour les convaincre de lire le livre, juste oui, parce que le titre c'est ça. n'était pas du tout acceptable. Quand Je elles ont pense lu que le livre, ouais. après, elles m'ont remercié. Et après, bon, on peut dire ce qu'on veut sur les livres. Je pense que tu vas encore beaucoup plus loin en termes d'atypie et de description précise. Mais c'était hyper drôle. Il y a eu ce pas à faire pour l'acheter, voir certaines personnes, j'étais obligée de leur envoyer moi-même, parce qu'une fois que c'était acheté, du coup, C'est ça. c'était vraiment le cadeau. Et c'est exactement ça. Et tu disais aussi que certaines personnes, des fois, n'osaient pas même s'abonner ou liker des posts de Mmh peur mh. d'être vues. Moi, je sais que j'ai des femmes sur LinkedIn qui m'ont dit, je ne peux pas liker tes posts parce qu'aujourd'hui, c'est reconnaître que je serais surdouée Mmh. et je n'y arrive pas. Et ça serait Ouais. terrible pour les autres. Waouh! Il y a beaucoup de femmes déjà qui, en viennent à se poser la question de par leur enfant. C'est-à-dire qu'avant, elles sont noyées dans leur faux self, c'est-à-dire, au niveau du syndrome du caméléon, mais je vais un plus loin dans le livre en parlant de la caméléone, parce que mettre ça au féminin a vraiment toute son importance dans ce cadre-là. Et du coup, elles vont vraiment passer leur vie, à s'adapter, à se suradapter, à dépenser. Alors, il faut quand même se dire que ça dépense une énergie folle. C'est-à-dire que souvent, il y en a beaucoup qui vont culpabiliser en disant: «Arrivé le soir, moi, je suis crevée, je n'en peux plus, je suis vraiment HS et je ne comprends pas comment les autres font». Oui, parce que tout le monde, en fait, ne dépense pas toute sa jauge d'énergie à essayer de s'adapter. Donc forcément, ils sont plus énergiques arrivés en fin de journée. C'est comme au niveau des émotions, beaucoup de femmes atypiques vont dire: «Moi, j'ai un problème avec mes émotions, je n'arrive pas à les gérer». Et là, il y a tout un processus et en fait, à leur expliquer dans le sens déjà une émotion, ça se gère pas, absolument pas. Mais en plus de ça, elles n'ont pas un problème avec les émotions. C'est juste qu'elles s'en demandent beaucoup, en fait. Et c'est normal qu'à un moment donné, la cocotte explose. Donc il y a tout un truc là à revoir. Mais du coup, pour en revenir à ce sujet, c'est-à-dire que beaucoup, en fait, vont arriver à un stade où c'est parce que leur enfant va être détecté, par exemple, surdoué, et que le psy ou la psy va leur dire: «Est-ce que vous ou le papa, vous l'êtes?» Et alors là, 100 des cas, franchement, à chaque fois: «Oh, bah, ça doit être le papa. Moi, non, oh non, alors là, non, non, ça doit être le papa». Maintenant que vous le dites, c'est vrai que ça peut, hein. Mais alors, le fait de dire: «Mais pourquoi pas vous?» Bah oui, parce qu'en fait, elles ont passé toute leur vie à utiliser leur intelligence, à cacher leur intelligence. Donc inévitablement, enfin, ça remet tout en question. C'est extrêmement douloureux finalement. En fait, elles se sont basées comme une identité de cette femme presque sacrificielle, parce qu'on tombe souvent là-dedans, heu, de celle qui va prendre soin des autres, beaucoup, beaucoup, et qui va trouver finalement aussi du plaisir là-dedans. Et là, on leur dit: mais en fait, il y a tout un pan de votre personnalité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont quelqu'un d'autre, absolument pas. Et c'est ça qui est important de leur signifier. Mais il y a tout un pan de leur personnalité, de leurs compétences et de leur fonctionnement cognitif et émotionnel qu'elles ont mis sous le tapis, quoi. Et là, on leur demande de soulever le tapis. Et elles n'en ont pas envie. Et c'est ce que je comprends. Et c'est ce que je dis souvent aux femmes, mais laissez-vous le temps. Vous allez voir, c'est comme une tomate. Une tomate, elle ne pousse pas en une journée. Au départ, en fait, il se passe plein de choses avant de voir les petites feuilles, même sous la terre, les racines, tout ce qui se passe. On ne le voit pas visuellement et pourtant, l'inconscient, il travaille. Et c'est exactement ça, avant que ça pousse et et qu'on puisse ramasser la tomate. Donc, il faut se laisser le temps. Il Oui, faut aussi les et ce que rassurer. j'aime bien aussi, parce que moi je fais beaucoup de travail sur l'inconscient, et on parle souvent de compétences inconscientes aussi dans l'acquisition des compétences. Et moi, je vais faire allier
avec la part qui c'est la part qui a envie, et je trouve ça génial de justement de pas aller contre, mais d'accueillir cette résistance de la femme qui veut pas forcément admettre tout ça et d'aller parler avec ça. Du coup, il y a une forme de dissociation géniale, c'est-à-dire qu'on peut être soi et en même temps dialoguer avec la part qui a envie que ça évolue. Du coup, je trouve que c'est un boulot qu'on fait magnifique. Donc voilà, et puis je voulais qu'on parle aussi de la particularité de ton livre. En fait, il y a un petit test au début, assez rapide, qui regroupe pas mal de connaissances que tu as sur le sujet. Et on a donc 8 profils de femmes. Alors moi, j'étais un petit peu étonnée au début parce que j'étais un peu Carole, un petit peu Dalia, ex aequo avec Émilie, et finalement aussi un peu de Fatima. Et je me suis dit, waouh, il y a 8 profils et je suis sur 4 profils différents. Alors du coup, est-ce que c'est normal? Mais ouais, c'est ce que j'ai dit dans le livre. Et c'est ça qui est intéressant. C'est là où on voit à quel point les neuroatypiques sont conditionnés à la neurotypie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des histoires de cases. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en exergue. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est neuroatypique, il faut accepter en fait qu'on évolue très vite. Il n'y a aucun test de personnalité qui nous convient. Si vous faites un test de personnalité le matin ou le soir, ça ne sera pas pareil. Parce qu'on a une introspection, on a quand même une entéléchie, on a une puissance de réflexion telle que l'évolution psychique va vite. C'est pour ça que parfois, on peut se retrouver avec un entourage et dire « tu as changé, je ne veux pas que ce soit, mais tu as changé. » Oui, déjà tout le monde change. Mais en plus, chez les neuroatypiques, ça peut aller très vite. Il y a une puissance quand même psychique très, très intense. Donc, inévitablement, en fait, on peut être tout le monde à la fois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, certaines personnes neuroatypiques me disent « j'ai l'impression d'être folle. J'ai l'impression vraiment d'avoir plusieurs personnalités. » Beaucoup de femmes le disent et le ressentent. Et d'ailleurs, ça explique aussi ce besoin parfois d'imaginer d'avoir plusieurs vies. Il y a beaucoup de femmes atypiques qui disent « ah là, si j'avais plusieurs vies, tout ce que je ferais. » Ben oui, forcément. Moi, je dis tout le temps, je parle des 7 vies des chats et j'imagine que j'ai 7 vies et là, je pourrais enfin faire tout ce que j'ai envie de faire. Et ben voilà, mais c'est exactement ça. Et donc, je le précise bien, si vous avez plusieurs profils, c'est que justement, vous êtes encore plus neuroatypique. Parce que déjà, ce n'est pas un test de personnalité en soi. C'est ça que je trouve important de signifier. C'est comme une photo, un instant T, peut-être des problématiques qui peuvent effectivement ressurgir à ce moment T de votre vie. Donc, possiblement, si le test, on le refait, je ne sais pas, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être qu'il y aura 2 nouveaux profils parce que finalement, on n'est plus en fait en phase avec certaines difficultés, mais avec d'autres. Et ainsi de suite. C'est ça le but. C'est vraiment d'éclairer peut-être ce qui est prioritaire à essayer de voir dans nos vies pour essayer de l'améliorer ou en tout cas de s'en extraire, quoi. C'est vraiment ça. Et ni plus ni moins, hein. Il n'a pas comme valeur fondamentale. Et je trouve que c'est important de le dire parce que souvent les atypiques se cherchent. Ils essayent toujours de savoir qui ils sont. Et là, je dis, mais là, il y a quelque chose à déconstruire. Vous êtes tout le monde et personne à la fois. C'est-à-dire que, en fait, ça ne vous correspondra pas de chercher qui vous êtes absolument. Parce que vous évoluez beaucoup trop vite. On peut aller rechercher les valeurs centrales qui font notre propre identité. Tu vois un peu le squelette, quoi, la colonne vertébrale de qui on est. C'est OK. Mais en soi, après, on évolue tellement vite qu'il faut arrêter de justement penser comme un neurotypique, vu que de toute façon, on est neuroatypique. Donc, j'ai remarqué aussi que ça passait aussi beaucoup par, chez mes clientes, la compréhension, c'est-à-dire que dès qu'il y a un recadrage qui est fait ou un point de vue compris, tout de suite, il y a une urgence à mettre en place et on est déjà passé au sujet suivant parce que quand c'est chez la femme atypique, honnêtement, c'est à peu près mis en place tout de suite sans s'en apercevoir. Et c'est ça, tu vois, qu'au début, quand je te disais je n'avais pas les outils d'accompagnement, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que pour accompagner les personnes neuroatypiques, il faut aussi accepter en fait cette rapidité. Souvent, les personnes neuroatypiques qui cherchent un accompagnant, ils s'imaginent qu'ils vont passer 20 ans en psychanalyse. Bon, je dis souvent, si vous voulez, vous pouvez, il n'y a aucun problème. Mais en général, ils n'ont pas besoin de ça. Non. Ça va être à l'instant T. C'est vrai que c'est plutôt du coaching ou en tout cas, c'est vraiment, ça va être juste l'aider à passer une étape et puis en général, après, ça passe. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne reviennent pas pour une nouvelle étape. Mais c'est vraiment ça l'intérêt. C'est de dire à ce moment-là, j'ai juste besoin en fait d'un écho et d'un effet miroir que je n'arrive pas à avoir parce que je ne peux pas prendre du recul. Et c'est OK. Donc, vraiment, pour le coup, je trouve ça vraiment intéressant l'hypnose dans ces cas-là parce que ça va aller chercher justement quelque chose qu'on ne veut pas aller voir et ça va faire tomber certaines barrières justement. Et ça, l'intensité chez les neuroatypiques aussi, chez les barrières, elles sont très puissantes. Hein. Quand ils ne veulent pas avancer sur quelque chose,
eh ben, ils peuvent pas, hein. On sent bien que ça, il y a un gros blocage. Donc, C'est assez fascinant. ouais. Et à partir du moment où j'ai décidé, tout va se débloquer. Mais c'est la décision qui est souvent, et le fait de venir dans un cabinet, bah, Mm. souvent, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On prend une décision devant quelqu'un et on a Ça, cet effet miroir. C'est ça qui est c'est magique. ça. Ben, c'est comme acheter un livre. Il y a un cap. Voilà. Et à un moment donné, il y a des caps comme ça qui vont nous faire passer à la phase au-dessus. Alors, justement, par rapport à ce livre, ça serait intéressant de se dire, bah, tiens, quel est ton message? On est bientôt à l'approche de Noël, donc ce livre, c'est un super cadeau à faire justement, tu disais, à d'autres femmes pour qui on aurait pu se dire, bah, tiens, ces comportements, ça ressemble à cette personne, etc., etc. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous écoutent par rapport au livre et un message général? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Moi, j'aurais envie de dire que c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'elles peuvent se faire, à Mhm. elle ou à une autre femme. Je pense que ça peut aussi générer une grande solidarité parce que dans les Mhm. 8 profils, en fait, à chaque début de chapitre, Mhm. j'ai fait une petite narration, une petite histoire. En fait, déjà, j'avais pas envie de faire des profils A, B, C, D. Non, j'avais envie de personnifier. J'avais envie de personnifier ces femmes et qu'elles soient toutes, en fait, attachantes parce qu'elles le sont toutes. Et ça, je trouve que c'est important parce que justement, dans cette solidarité entre femmes, des fois, on peut ne pas se comprendre entre nous, hein, c'est normal, on reste des êtres humains. Ça ne veut pas dire qu'on s'entendra toutes bien, qu'on sera toutes meilleures amies, absolument pas. Mais dans le monde de Entre l'entreprise, femmes neuroatypiques, on ne se comprend pas toutes. Ouais. non. Et puis, on peut ne pas toutes s'aimer, hein, c'est pas un problème. Je veux dire, moi, je n'aime pas tout le monde, c'est normal que tout le monde m'aime pas. Enfin, je veux dire, voilà, c'est la vie. Par contre, on peut toutes se respecter. Mais dans le monde du travail, il y a une sorte quand même de triple peine. Mm. Je reprends l'expression de Fabrice qui voilà, parlait de double peine dans le sens femme surdouée. Donc, c'est vraiment déjà pas évident d'être atypique dans ce monde, mais d'être une femme non plus. Mais en plus, triple, parce que dans le monde du travail, il y a quand même une grande différence Bien sûr. de considération. Et je pense que ça peut être intéressant que les femmes puissent s'entraider. Et peut-être que voilà, sa manager qu'on ne supporte pas, sa collègue qui nous est insupportable, on va peut-être la retrouver, ou en tout cas, même si ce n'est pas exactement elle, dans ce livre, sur les petits profils que j'explique, sur les petites histoires que je donne, les petits exemples, voilà, tirés de la vie d'entreprise notamment. Alors même si on est à son compte, hein, le livre fonctionne très bien aussi, des fois on me pose la question, je parle aussi beaucoup sur une partie d'être à son compte, mais ça peut permettre d'avoir un nouveau regard et un regard plus bienveillant sur les collègues qu'on a en fait. De se dire, Ah, ah bien sûr. d'accord, j'avais pas en fait analysé que possiblement son comportement, qui m'est insupportable pour X ou Y raison, en fait c'est lié à ça. Et ça peut amener, je pense, une sorte quand même d'apaisement personnel. Même si on ne restera pas très proche de cette collègue, ça permet de mieux comprendre. Et quand on est neuroatypique, le fait de poser des mots, de comprendre ces choses-là, ça nous soulage, ça nous libère énormément émotionnellement. Donc voilà, j'avais déjà envie de ça. Déjà, donc c'est apprendre sur soi, mais aussi apprendre sur les autres femmes. Et puis possiblement générer quand même oui, voilà, tu parlais de fête de Noël, mais tu vois, je propose à la fin aux personnes de mettre le hashtag femme atypique sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais, dans l'idéal, je rêve que les femmes atypiques puissent se révéler et prendre la parole. Parce qu'aujourd'hui, en fait, franchement, déjà, quand on parle d'atypie, c'est souvent des personnes qui ne sont pas concernées par ça, ou des professionnels comme moi. Donc, du coup, moi, je reste sur une posture quand même un peu plus enfin, un peu plus pro. Et sinon, c'est souvent des hommes. Mais des témoignages de femmes atypiques qui prennent la parole publiquement, il y en a très, très, très peu. Alors, je les comprends, hein, c'est compliqué hein, de s'afficher. Mais j'aimerais bien parce Et que surtout, je trouve, justement, en France, ou etc., là, on a Amel Ben qui a pris la parole la semaine dernière sur W9 pour dire qu'elle était femme neuroatypique. Il y a une émission entière dédiée sur le sujet. Pour moi, c'est la première fois que je voyais ça. Alors, il y a eu HPI, etc. Mais c'est intéressant, alors qu'aux États-Unis, il y en a beaucoup. beaucoup de femmes, Shakira, etc. Jodie Foster, c'est plutôt classique de pouvoir l'exposer et d'en parler, alors qu'ici, aujourd'hui, c'est quand même assez osé de prendre la parole là-dessus sans paraître supérieur, parce qu'évidemment, c'est être supérieur. Eh bien, pas du tout. Alors, c'est pour ça que les femmes ont tant de mal hein, en disant non, mais moi, non, non. Il y a, voilà, encore une fois, toi, tu disais fausse modestie.
Moi, je pense qu'il y a une valeur d'humilité très forte derrière, mais je pense qu'elle confond tout. C'est pas Oui, parce qu'on dit qui on est qu'on n'est pas humble, ça n'a rien à voir. oui, Et je oui. pense que c'est important de signaler cette différence. Ça n'enlève pas l'humilité d'une personne que de dire en fait qui elle est. Moi, je ne sais pas, par exemple, j'ai les yeux bleus. C'est vu par beaucoup dans la société comme des jolis yeux. C'est pas parce que je dis que j'ai les yeux bleus que d'un coup je suis arrogante. C'est un fait, en fait. C'est Après, ce que un les autres en attribut, font, ça c'est ne me un concerne pas. Mhm, Voilà, c'est-à-dire si les autres trouvent ça beau ou pas beau, après tout, ça les regarde. Mais de dire, voilà, je suis une femme neuroatypique, c'est un fait. Il n'y a pas de je suis supérieure à vous ou pas. Si l'autre le perçoit comme ça, soit on peut en parler parce que ça ouvre la discussion, soit bah, ça le regarde. Finalement, c'est juste, on lui fait un effet miroir peut-être par rapport à ses propres angoisses, à son propre manque de confiance, mais ça n'enlève rien à l'humilité de la personne. Mais oui, oui, c'est vrai, et j'aimerais bien que plus de femmes prennent la parole et s'expriment parce qu'on a besoin de témoignages en fait. mhm. Au-delà du côté pro, on a besoin de femmes qui expliquent ce que c'est d'être une femme neuroatypique dans ce monde. Mhm. Et alors, justement, on a beaucoup parlé de femmes, mais quand on est un homme, on peut aussi acheter ton livre. Bien sûr. Il faut le dire, hein, parce qu'à chaque fois, on Je a ne beaucoup. bloque pas à la caisse. Oui, oui, on peut l'acheter et surtout, je pense qu'ils ont un énorme rôle à jouer, justement, comme tu disais, même par rapport au salaire, etc. C'est important que les hommes soient des alliés aussi. Mais je Hein, pense que ça profite à tous, en fait. Déjà, si on a une femme qui est beaucoup plus épanouie, parce qu'elle s'assume plus, parce qu'elle va prendre moins d'énergie à essayer de s'adapter, se suradapter, se cacher, se camoufler sans arrêt, elle sera aussi beaucoup plus épanouie dans la sphère personnelle, même professionnelle, hein, en fait. Hein. Ça va ressurgir sur tous les plans. Après, les hommes, oui, ils peuvent l'acheter. Souvent, je dis, je vais l'offrir à ma femme, très bien, mais vous pouvez le lire aussi, parce que ça vous permettra en fait de mieux comprendre son fonctionnement. Et puis après, il y a aussi des passages qui peuvent aussi parler aux hommes, en fait. Hein. bien sûr. Voilà, même si c'est comme je disais, c'est plus majoritaire chez les femmes, ça ne veut pas dire qu'il y a des hommes qui. On m'a demandé d'écrire un livre homme atypique. Moi, je pense que je serais mal placée pour le faire parce que j'accompagne pas beaucoup d'hommes et je ne le suis pas moi-même. Mais s'il y a un homme qui veut l'écrire, qu'il y aille. Je trouverais ça très intéressant, justement, de pouvoir faire la distinction entre les deux. Et c'est pas pour cloisonner, c'est pour mieux comprendre justement les différences et pour pouvoir justement les travailler tous ensemble. Ouais, c'est exactement ce que je dis aux personnes qui me demandent, mais pourquoi tu es exclusivement là-dessus? Je dis, ben, un, parce que je suis une femme, deux, parce que j'ai accompagné pratiquement aussi C'est ça, 75% de femmes, donc je me sens juste plus légitime à le faire, c'est parce ça. que je connais bien le sujet. Et je dis à beaucoup d'hommes, mais je rêve que vous lanciez votre chaîne YouTube Mais oui, sur le sujet, ce serait génial. ça serait génial. Mais je le vois par exemple dans la parentalité, je trouve qu'il y a eu un grand boom, tu vois, ces dernières années. Il y avait beaucoup de podcasts féminins et tout. Il y a de plus en plus de papas qui créent justement Absolument. leur podcast de papa. Et en fait, c'est génial. C'est génial parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils ont les mêmes, enfin, ils ont des problématiques similaires, donc ça leur parle. Et moi, j'écoute ces podcasts-là parce que ça me permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils peuvent le vivre. Enfin, voilà, comme quoi, c'est pas genre que pour une femme ou un homme, pas du tout. Mais ça peut aider, ça peut vraiment aider. On peut se reconnaître. Encore une fois, c'est comme voilà, ces associations de personnes du troisième âge ou à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y aller si on n'est pas à la retraite, mais forcément, bah, ça leur parle et ça les aide et ça fait du bien de trouver des personnes qui ont en fait les mêmes problématiques et les mêmes centres d'intérêt. C'est juste logique. Bah, super. Bon, en tout cas, ça fait pratiquement une petite heure qu'on est ensemble, donc c'est super. Je te remercie beaucoup, Élodie, pour cette interview. C'était Merci à toi. hyper enrichissant et je pense que ça a donné à tout le monde envie d'acheter le livre. Donc, on répète hein, le tagline de la journée, hashtag femme atypique. Moi, je vais Oui, continuer à l'utiliser pour en parler sur mes réseaux sociaux. merci. Du coup, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille là-dessus aussi. Et si on fait tout ça, eh bien, on en parlera beaucoup plus. Et puis, je voulais dire aussi à tout le monde, bah, n'oubliez pas aussi, on est bientôt en décembre, le 13 janvier, c'est la journée de la sensibilité, la journée Ouais. mondiale de la sensibilité. Donc, il y a sûrement plein de choses qui sont faites Oui, localement. alors, Euh, je me permets de le dire. Alors, deux points. La première, c'est que si les personnes là achètent le livre, en fait, il a été tellement acheté qu'il est en réimpression, donc il y a un petit et moment oui, d'attente. Ouais, il a rupture de stock partout. Donc, tant mieux, ça veut dire que les femmes, voilà. Et la deuxième chose, c'est comme tu dis si bien, effectivement, le docteur Saverio Tomasella a créé cette journée du 13 janvier qui va devenir internationale sur la journée de la sensibilité. Et en fait, au sein de l'Observatoire, nous allons organiser des conférences gratuites avec les personnes qui sont formées au sein de l'Observatoire sur toute la semaine du 13. Donc, il y aura toutes les informations sur le site lasensibilité.com.
Oui, Et n'importe qui pourra assister aux conférences, poser ses questions. génial. Ça sera en accès libre total. Sur toute une semaine, il y en aura 2 par jour. Donc, ça va être vraiment très, très chouette pour, encore une fois, promouvoir la sensibilité de manière positive. Ouais, et je sais qu'à Lausanne, Saverio, justement, vient pour un événement Oui, c'est organisé vrai. avec Surdouessance, donc c'est super. J'y serai et je vous invite à venir pour qu'on puisse se rencontrer aussi en live. Comme on disait, bah, c'est bien de pouvoir rencontrer des personnes qui nous ressemblent, avec qui on a des affinités. Totalement. Je trouve que c'est l'occasion. Encore un grand, grand merci, Élodie, pour ta disponibilité et ta gentillesse et l'originalité de ton livre qui te ressemble. Et je vous dis ciao, ciao, bye bye les héroïnes, bye. Alors, si tu as aimé cette interview, n'hésite pas à mettre des commentaires ou des questions sous la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et utilise la cloche de notification pour recevoir régulièrement tes vidéos d'experts. Bye bye, héroïne!